Je suis rentré à la maison et j'ai trouvé ma belle-mère en train de compter de l'argent en liquide. J'ai vendu cette vieille voiture. De toute façon, tu avais besoin de quelque chose de plus pratique. J'ai souri et je l'ai remerciée de s'en être occupée. Elle n'avait aucune idée que cette vieille voiture était une Shelby Cobra de 1967 restaurée, estimée à 400 000 $. Ni que j'avais déjà appelé la police. Quand je suis entré dans mon garage et que j'ai vu Patricia debout avec une liasse de billets à la main, j'ai tout de suite compris que quelque chose s'était très mal passé. Ma belle-mère avait ce sourire spécial qu'elle affiche quand elle pense avoir fait quelque chose de très intelligent. Le genre de sourire qui me donnait un nœud dans le ventre. Victoria a crié joyeusement en agitant l'argent comme un trophée. Juste à temps. J'ai une nouvelle merveilleuse. Je suis sorti de ma Honda Civic en regardant lentement le garage. L'endroit où se trouvait ma voiture de collection était étrangement vide. Il ne restait qu'une tache d'huile sur le sol en béton et une légère odeur d'huile de moteur dans l'air. « Où est la Cobra ?» ai-je demandé doucement, même si je me doutais déjà de la réponse. Le sourire de Patricia s'est élargi. « J'ai vendu cette vieille épave pour toi. J'ai eu 3 000 $ en liquide, ce qui est probablement plus que ce qu'elle valait. De toute façon, tu avais besoin de quelque chose de plus pratique. Ma chérie, une femme de ton âge qui conduit une vieille voiture de sport des années 60, c'est gênant. » Pendant un moment, le monde a semblé basculer. Je suis resté à regarder l'espace vide où j'avais passé les 4 dernières années de ma vie à restaurer minutieusement une Shelby Cobra 427 de 1967. Pas n'importe quelle Cobra, mais une des 348 qui ont été fabriquées. Une voiture que j'avais achetée à l'état de carcasse rouillée et que j'avais reconstruite à la main, pièce par pièce. « Tu l'as vendue ?» ai-je répété d'une voix ferme malgré la tempête qui faisait rage en moi. « Pour ton bien », a dit Patricia en lissant ses cheveux gris bien coiffés. « Marc est d'accord avec moi. Tu passais trop de temps dans ce garage à jouer avec des pièces de voiture au lieu de te concentrer sur des passe-temps plus appropriés. Peut-être que maintenant tu pourras te consacrer au jardinage ou à la cuisine. » Je me suis approché en remarquant comment elle tenait l'argent contre sa poitrine comme un trésor. 3 000 $ pour une voiture qui venait d'être estimée à 400 000. À qui l'as-tu vendue? À un jeune homme qui a répondu à mon annonce sur CXList. Un garçon si gentil, a-t-elle dit. Il cherchait une voiture de projet comme celle-là. Je lui ai dit qu'elle avait besoin de beaucoup de travail, mais il semblait très enthousiaste. Elle rayonnait de satisfaction. Je lui ai même donné tous ces outils coûteux qui encombraient le garage. Mes outils. Les outils de mon grand-père. La collection Snap-on qui valait plus que la plupart des voitures des gens. Une collection amassée sur 30 ans de courses professionnelles et de restauration. Des outils que j'avais hérités à sa mort, avec son savoir et sa passion pour l'ingénierie automobile. Patricia, ai-je dit avec précaution, tu as gardé un document de la vente. Bien sûr. Je ne suis pas négligente. Elle a sorti un papier froissé de son sac à main. Voici le reçu de vente. Tout est parfaitement légal. J'ai pris le papier d'une main ferme, même si, intérieurement, je réalisais qu'elle avait détruit quelque chose d'irremplaçable. Le reçu de vente était écrit à la main sur une feuille de cahier, signé avec des noms à peine lisibles, sans transfert de titre ni d'identification officielle. Ce jeune homme t'a montré son permis de conduire? Tu as eu son adresse? Patricia agitait la main avec mépris. Il a payé en liquide. C'est tout ce qui compte. Sérieusement Victoria, tu devrais me remercier. Maintenant tu peux acheter quelque chose de raisonnable avec cet argent. Peut-être un bel ensemble de meubles. J'ai plié soigneusement le papier et l'ai mis dans ma poche. Tu sais quoi, Patricia? Tu as tout à fait raison. Merci d'avoir géré ça pour moi. La confusion sur son visage a presque valu la peine. Elle s'attendait à une dispute, des larmes, de la colère. À la place, je lui donnai exactement ce qu'elle voulait, de la gratitude et une mission accomplie. Eh bien, dit-elle, un peu déçue par ma réponse. De rien. Je veux juste le meilleur pour toi ma chérie. Marc sera très content en rentrant de son voyage d'affaires. Marc, mon mari depuis 6 ans, qui avait donné à sa mère une clé de notre maison, pour les urgences. Et qui n'avait jamais su poser de limites claires. Marc, qui trouvait que mon passe-temps était mignon, mais qui ne comprenait pas pourquoi je passais mes week-ends couvertes de graisse au lieu d'aller faire du shopping ou me faire les ongles. Je suis sûr qu'il sera ravi, ai-je dit en sortant mon téléphone. Patricia, ça te dérangerait d'attendre ici un instant? J'ai un appel rapide à faire. Elle a hoché la tête, toujours en train de compter les billets avec une satisfaction évidente. Prends ton temps, ma chérie. Je vais juste ranger un peu ce garage pendant que tu t'occupes de tes affaires. Je suis allé dans le coin du garage où le signal Wi-Fi était plus fort. Et j'ai composé un numéro que je connaissais par cœur.
Détective Martinez. C'est Victoria Chen. J'ai besoin de signaler un vol. Victoria. Que s'est-il passé? La détective Carmen Martinez était une amie depuis l'université. On avait lutté ensemble dans nos études respectives, elle en justice pénale, moi en ingénierie mécanique. Elle connaissait mon travail, ma réputation dans la communauté des voitures classiques, et la valeur de ce que j'avais construit. Quelqu'un a vendu ma Cobra sans ma permission, ai-je dit doucement, en regardant Patricia qui était maintenant en train de réorganiser mes outils comme si elle savait ce qu'elle faisait, alors qu'elle n'avait sûrement jamais tenu une clé à molette de sa vie. Celle de 67? Celle que tu restaurais pour Barrett Jackson? Oui, celle-là. Le sifflement de Carmen fut discret mais rempli de compassion. Mon Dieu, Victoria. Qui a fait ça? Ma belle-mère. Elle avait accès au garage, elle pensait me rendre service en se débarrassant de ce qu'elle croyait être une vieille épave. Pour $3000. Il y eut un long silence. $3000. Pour une Cobra 427 avec les numéros de série originaux qui correspondent? Apparemment, elle a mise sur CXLT comme une voiture de projet qui avait besoin de travail. Ça doit être l'erreur la plus chère de toute l'histoire de l'automobile. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai les infos de l'acheteur grâce au reçu de vente, mais elles sont très limitées. Est-ce que tu peux vérifier ce que j'ai et voir si on peut retrouver où est partie ma voiture? Bien sûr. Envoie-moi tout ce que tu as. Et Victoria, je suis désolé. Je sais ce que cette voiture représentait pour toi. J'ai regardé Patricia qui essayait maintenant de classer mes jeux de douilles par couleur au lieu de par taille. Merci, Carmen. Je t'envoie les infos tout de suite. Après avoir raccroché, j'ai noté les infos du reçu, aussi peu fiables soient-elles, et je les ai envoyées à Carmen. Puis je suis retourné vers Patricia, qui se tenait avec les mains sur les hanches, inspectant le garage comme un général observant un territoire conquis. Tout est réglé, ai-je dit gentiment. Maintenant, pourquoi ne rentrerais-tu pas chez toi? Marc devrait revenir de Chicago demain après-midi, et je suis sûr que tu voudras tout lui raconter sur ta vente réussie. Bien sûr, dit-elle en ramassant son sac et l'argent liquide, pratiquement rayonnante d'autosatisfaction. Et souviens-toi, c'est vraiment ce qu'il y avait de mieux à faire. Tu verras. Une fois qu'elle est partie, je suis resté seul dans le garage, à regarder l'espace vide où ma Cobra avait vécu. 4 ans de travail. 4 ans à chercher des pièces d'origine, à apprendre des techniques de soudure sur YouTube, à reconstruire ce moteur Big Block 427 à la main. 4 ans à me connecter à la mémoire de mon grand-père, à travers chaque vis que je serrais et chaque panneau que je redressais. Patricia voyait de la ferraille. Moi, je voyais de l'art. Le lendemain matin, Carmen a appelé avec des nouvelles. Le nom sur le reçu de vente est faux, dit-elle sans détour. David Johnson. Mais le numéro de téléphone n'existe pas, et il n'y a aucun David Johnson à l'adresse indiquée. Un acheteur professionnel. C'est ce que je pense. Quelqu'un qui s'est trouvé des voitures classiques sous-évaluées sur CXList, utilise de fausses infos, puis les revend rapidement à des enchères ou à des collectionneurs privés. Je me suis affalé sur ma chaise de bureau, regardant par la fenêtre de l'entreprise d'ingénierie où je travaille comme consultante senior. Donc ma voiture est probablement déjà partie. Peut-être pas. J'ai quelques contacts dans le monde des voitures classiques. Laisse-moi passer quelques coups de fil pour voir si quelqu'un a entendu parler d'une Cobra qui est soudainement apparue sur le marché. Merci, Carmen. Je te dois une fière chandelle. Promets-moi juste que quand tout ça sera terminé, tu me laisseras faire un tour dans ta prochaine voiture de projet. Cet après-midi-là, j'étais en réunion avec un client pour analyser des calculs de résistance sur un nouveau pont quand mon téléphone a vibré avec un message de Marc. Maman m'a parlé de la voiture. C'est probablement pour le mieux. Peut-être qu'on pourra enfin utiliser le garage comme des gens normaux. J'ai regardé le message longtemps, puis j'ai posé le téléphone face contre la table et j'ai repris la réunion. Certaines conversations méritent d'être faites en face. Marc est rentré à la maison le lendemain soir, comme d'habitude, un peu agité. Il a laissé sa valise dans l'entrée, a défait sa cravate, et a commencé à me parler de ses présentations à Chicago avant même de m'avoir vraiment salué. Victoria, tu aurais dû voir la tête du client quand je leur ai montré nos estimations de coûts, a-t-il dit en desserrant sa cravate. Ils ont pratiquement signé le contrat sur place. C'est merveilleux, ai-je répondu depuis la cuisine, où je préparais le dîner. Ton vol s'est bien passé. Bien sûr, mais la première classe rend tout supportable. Il est entré dans la cuisine et m'a embrassé distraitement sur la joue. Maman m'a parlé de la voiture. Je dois dire que je suis soulagé. Ce truc devenait une obsession. Je continuais à remuer tranquillement la sauce pour les pâtes, avec des gestes calmes et mesurés. C'est comme ça que tu le vois. Allons, Vic.
Tu passais tous tes week-ends dans ce garage. C'était comme si j'étais marié à un mécanicien. Il a ri, sans remarquer la tension dans mes épaules. Maintenant, on va pouvoir utiliser l'espace pour quelque chose de pratique. Peut-être créer une salle de sport à la maison ou un bon espace de rangement. Ta mère a vendu ma voiture sans ma permission, ai-je dit à voix basse. Elle essayait d'aider. Tu sais comment elle est, toujours en train de penser à ce qui est mieux pour la famille. Il a ouvert le frigo et a pris une bière. Et puis, 3 000 $, ce n'est pas mal pour un vieux machin. On peut s'en servir pour partir en vacances. Je me suis retourné pour le regarder, en étudiant l'homme que j'avais épousé. Marc était beau d'une manière classique, grand, bien habillé, brillant dans son métier de commercial. Mais là, debout dans notre cuisine, en train de réduire en poussière 4 années de mon travail, il me semblait étranger. Cette voiture valait 400 000 $, ai-je dit. Marc a failli s'étrangler avec sa bière. Quoi? C'était une Shelby Cobra 427 de 1967. Une des 348 jamais fabriquées. Je la restaurais avec une qualité de musée pour la vendre à la vente aux enchères de Barrett-Jackson à Scapsal. La couleur a quitté son visage. Tu ne m'as jamais dit qu'elle valait autant. Tu ne m'as jamais demandé. En 6 ans de mariage, pas une seule fois tu ne m'as demandé les détails techniques de ce que je faisais. Tu ne t'es jamais intéressé à sa valeur. Tu ne t'es jamais vraiment intéressé, sauf pour te plaindre du temps que je passais dessus. Mais 3000. Maman a dit que c'était juste une vieille voiture de projet. Ta mère a commis un vol. Elle a vendu une propriété qui ne lui appartenait pas, pour une fraction de sa valeur, à un acheteur qui a donné de fausses informations. Marc a reposé sa bière avec des mains tremblantes. On peut la récupérer. Je ne sais pas. La police enquête. Mais l'acheteur a utilisé un faux nom et une fausse adresse. Les voleurs de voitures professionnelles utilisent souvent Craigslist pour trouver exactement ce genre d'opportunité. Des voitures classiques et chères vendues par des gens qui ne connaissent pas leur vraie valeur. Mon Dieu! Mon Dieu! Qu'est-ce qu'on va faire? Pour la première fois depuis que j'avais trouvé Patricia en train de compter son argent, j'ai souri. Mais pas un sourire poli. Un sourire froid. Nous, on ne va rien faire. Moi, je vais continuer à travailler avec la police pour récupérer ma propriété. Et toi, tu vas avoir une discussion très sérieuse avec ta mère sur les limites et les conséquences légales. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de Carmen qui a tout changé. J'ai retrouvé ta voiture, dit-elle, la voix vibrante d'émotion. J'étais au bureau, mais j'ai tout de suite fermé la porte et me suis assise lourdement. Oh! Un collectionneur privé nommé James Morrison l'a acheté à un revendeur hier. Il a payé 250 000 $. Ça veut dire que quelqu'un a fait un très bon bénéfice en revendant ta Cobra. 250 000, elle valait 400 000 complètement restaurée. Le revendeur lui a sans doute dit qu'elle avait encore besoin de travail. Mais voici la bonne nouvelle. Morrison est un collectionneur honnête, pas un spéculateur. Quand je lui ai expliqué la situation, il était horrifié. Il est prêt à coopérer totalement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut prouver toute la chaîne du vol. Morrison a les papiers du revendeur. Le revendeur a les infos de l'acheteur original, ton faux David Johnson. Et on a le reçu de vente signé par Patricia. C'est un cas clair de recel de bien volé. Je me suis laissé tomber contre mon dossier de chaise, et pour la première fois, j'ai pu respirer. Donc on peut la récupérer. Oui, on peut la récupérer. L'assurance de Morrison couvrira ses pertes. Le revendeur coopère déjà pour éviter des poursuites pénales. Et on travaille avec le commissariat de Scapsdale pour suivre la trace de l'argent. Combien de temps ça prendra? Quelques semaines pour tous les papiers. Mais ta voiture est gardée comme preuve. Elle ne bougera pas d'ici là. Ce soir-là, j'ai convoqué une réunion de famille. Marc était assis en face de moi à la table, le visage fatigué et pâle. Patricia est arrivée en retard, élégante, avec l'assurance de quelqu'un qui croyait encore avoir fait une bonne action. Je ne comprends pas pourquoi on a besoin d'une réunion officielle, dit-elle en s'asseyant avec un petit soupir. J'ai déjà tout expliqué à Marc. J'ai vendu cette vieille voiture à un prix très raisonnable. Patricia, ai-je dit calmement, il faut que tu comprennes quelque chose de très important. La voiture que tu as vendue valait 400 000 $. Elle a cligné des yeux. Ne sois pas ridicule, Victoria. C'était juste une vieille épave. C'était une Shelby Cobra 427 de 1967. L'une des muscles cars les plus rares et les plus précieuses jamais fabriquées. J'ai passé 4 ans à la restaurer à un niveau concours. L'expression confiante de Patricia a vacillé. C'est impossible.
Ça ressemblait à de la ferraille. C'est parce que la restauration était en cours. Ce que tu appelais de la rouille, c'était un travail préparatoire précis. Chaque pièce a été démontée et restaurée à l'identique. J'ai sorti ma tablette et j'ai ouvert l'album photo que j'avais gardé pendant toute la restauration. Voilà à quoi elle ressemblait au début. La première photo montrait la Cobra quand je l'avais trouvée. Une carcasse rouillée sans moteur, sans intérieur, posée sur des blocs, dans une grange en Arizona. Patricia a haussé les épaules. Tu vois, de la ferraille. J'ai fait défiler jusqu'à la photo suivante. Voici après le sablage de la carrosserie et le début du travail de tôlerie. La coque brillait sous la couche d'après, chaque ligne nette et précise. Encore une photo, la reconstruction du moteur. Les outils de mon grand-père posés sur l'établi. Le moteur Big Block 427 démonté en pièces. Chaque pièce nettoyée, mesurée, restaurée. Le visage de Patricia devenait de moins en moins sûr à chaque image. La restauration de l'intérieur, siège en cuir cousu à la main, compteur d'origine recalibré, tableau de bord comme neuf. Enfin, l'assemblage final. Tout était réuni, le chrome étincelant, la peinture parfaite. Et ça, lui ai-je montré les dernières photos, c'est ce que tu as vendu pour $3000. La Cobra terminée, dans notre garage. Chaque surface parfaite, chaque détail fidèle à l'original. Elle avait l'air sortie d'usine, intacte par le temps. Le visage de Patricia devint blême. Je ne savais pas. Le jeune homme qui l'a acheté n'était pas un gentil garçon avec un rêve. C'était un voleur de voitures professionnelles. Il a utilisé CXLT pour profiter de situations comme celle-là. Des voitures précieuses vendues par des proches bien intentionnés. Un voleur. Murmura Marc. Le nom et l'adresse qu'il a donnés étaient faux. La police enquête, mais il a sûrement déjà fait ça d'autres fois. Patricia regardait les photos, la bouche entr'ouverte. $400 000. C'est ce qu'elle valait. Et d'ailleurs, la police l'a retrouvée. Un collectionneur à Scottsdale l'a acheté à un revendeur pour 250 000. Il coopère avec l'enquête. Donc, on peut la récupérer, demanda Patricia, pleine d'espoir. Je peux la récupérer, ai-je corrigé. Mais il y a autre chose que tu dois comprendre. Ce que tu as fait, c'est un vol. Tu as vendu une propriété qui ne t'appartenait pas. Le bureau du procureur examine l'affaire pour des poursuites pénales. Le silence était lourd. Patricia m'a regardé, puis les photos sur la tablette. Des poursuites, murmura-t-elle. Vol de biens supérieurs à $100 000, c'est un crime grave au premier degré dans cet État. Peine minimum obligatoire, 2 ans de prison. Marc s'est couvert le visage avec les mains. Maman, qu'est-ce que tu as fait? Je voulais juste aider, dit Patricia, mais sa voix avait perdu toute sa confiance. Je pensais que c'était juste une vieille voiture. Tu pensais mieux savoir que moi ce qui comptait pour moi, ai-je dit doucement. Tu as décidé que mes passions étaient inappropriées, et tu as voulu réparer ma vie à ta façon. Patricia pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues. Je suis désolé. Vraiment désolé. Je te rembourserai. Avec quoi? Tu n'as que $3000. La voiture en valait 400 000. On trouvera une solution, dit Marc, désespéré. On pourrait faire un prêt. Oh Marc, ai-je répondu avec une voix ferme. Il faut que tu comprennes quelque chose. Ta mère a commis un crime. Elle a volé un bien qui vaut plus que la plupart des maisons. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut réparer avec de bonnes intentions et un plan de remboursement. Pendant les 2 semaines suivantes, alors que l'enquête avançait et que le système judiciaire se mettait en route, j'ai vu la dynamique familiale changer d'une façon que je n'avais pas prévue. Marc, confronté à la réalité des actes de sa mère et à leurs conséquences, a commencé à voir notre relation sous un autre jour. Il avait passé des années à minimiser mes passions et à soutenir les intrusions de sa mère. Parce que c'était plus facile que d'affronter les tensions familiales dans lesquelles il avait grandi. Maintenant qu'il était obligé de reconnaître que mon passe-temps était en réalité une compétence technique de haut niveau, valant des centaines de milliers de dollars. Il avait du mal à réconcilier la femme qu'il croyait avoir épousée avec l'experte artisanale que j'avais toujours été. Je ne m'en rendais pas compte, m'a-t-il dit un soir, alors qu'on était assis dans la cuisine. Je savais que tu étais doué avec les voitures, mais je ne comprenais pas. Tu ne voulais pas comprendre, ai-je répondu. C'était plus facile de dire que c'était juste un hobby étrange, que d'accepter que je sois experte dans quelque chose que tu ne connaissais pas du tout. La procédure judiciaire a été plus rapide que prévu. Morrison, le collectionneur de Scottsdale, était exactement comme Carmen l'avait décrit. Horrifié par la situation, et prêt à aider.
Le concessionnaire qui lui avait vendu la voiture a accepté de témoigner en échange de l'immunité. L'argent a été retracé jusqu'au voleur initial, qui faisait en fait partie d'un réseau de trafic de voitures classiques. Patricia, confrontée à la possibilité de prison et à la gravité de ce qu'elle avait fait, a accepté un accord. 5 ans de liberté conditionnelle, remboursement partiel et travail d'intérêt général. Mais le lien avec ma belle famille était brisé. Marc et moi avons commencé une thérapie. Mais très vite, il est devenu évident que cet événement avait mis en lumière des différences fondamentales que nous avions toujours ignorées. Il avait besoin d'une épouse qui corresponde à son idée classique du succès. Quelqu'un dont les réussites complètent les siennes sans le défier. Moi, j'avais besoin d'un partenaire qui respecte mes compétences, même quand elles dépassent son univers. 6 mois après la vente de ma voiture par Patricia, Marc et moi avons signé les papiers du divorce. C'était un divorce à l'amiable, dans l'ensemble. Il a gardé la maison et le garage vide. Moi, j'ai récupéré mes outils, ceux qui restaient. Et j'ai déménagé dans une petite maison à la campagne, avec un garage pour 2 voitures et de l'espace pour travailler. La Cobra m'a été rendue en parfait état, sans dommages visibles après son aventure. Morrison l'avait stockée correctement et son propre mécanicien l'avait inspectée à fond. Mais je n'avais plus le cœur à finir ce projet. Trop de choses s'étaient passées. Trop de souvenirs étaient souillés. Alors, je l'ai vendue. Mais cette fois, correctement. Par l'intermédiaire de Barrett Jackson, avec tous les papiers et la preuve d'origine. Elle est partie à 420 000 $ aux enchères. Avec cet argent, j'ai acheté quelque chose que j'avais toujours rêvé d'avoir, mais que je n'avais jamais pensé pouvoir m'offrir. Une Plymouth Cuda de 1970, oubliée dans une grange depuis 30 ans. Ce n'était pas aussi rare que la Cobra, mais c'était plus symbolique pour moi. Mon grand-père en avait une identique. C'est dans celle-là qu'il m'avait appris à conduire. Mais cette fois, je la restaure pour moi. Pas pour une vente. Pas pour faire de l'argent. Juste pour le plaisir de redonner vie à quelque chose de cassé. Les week-ends, je travaille dans mon garage. Les portes grandes ouvertes, la musique en fond, les outils sur l'établi. Exactement comme me l'avait appris mon grand-père. Parfois, des voisins passent, curieux de cette vieille voiture qui prend forme entre mes mains. Certains sont surpris de voir une femme faire tout ce travail. Mais la plupart sont simplement impressionnés par mon savoir-faire. Marc m'envoie parfois des messages, en général pour Noël ou les anniversaires. Il sort avec quelqu'un d'autre maintenant. Quelqu'un qui apprécie les belles choses de la vie, m'a-t-il dit. Je réponds toujours poliment, en lui souhaitant le meilleur. Je ne parle plus du tout à Patricia. C'est probablement mieux ainsi. Le mois dernier, Carmen est passée voir les progrès sur la Cuda. Elle a passé sa main sur les panneaux fraîchement peints, admirant la teinte prune métallisée qui brillait même sous la lumière fluorescente du garage. Tu sais, a-t-elle dit, je pense que celle-là va être encore plus belle que la Cobra. J'ai souri en m'essuyant les mains pleines de graisse avec un vieux chiffon. Les objectifs sont différents cette fois. La Cobra, c'était pour prouver que je pouvais faire un travail de qualité musée. Celle-là, c'est pour me rappeler pourquoi j'aime les voitures. Et alors? J'ai regardé la Cuda, encore incomplète, mais déjà pleine de promesses. Chaque courbe parfaite, chaque pièce choisie avec soin. Chaque détail reflet d'un savoir-faire de toute une vie. C'est encore mieux que ce que je croyais, ai-je dit. Il s'avère que, quand tu construis quelque chose pour toi-même et non pour plaire aux autres, le travail est 100 fois plus satisfaisant. Carmen a ri. On dirait que tu as appris plus que la mécanique dans cette histoire. Peut-être bien. Peut-être qu'il faut parfois qu'on essaie de te voler tes rêves. Pour que tu comprennes à quel point ils comptent pour toi. Et peut-être aussi que ce qu'on croit être la pire trahison devient en fait le début de la vie qu'on était destiné à vivre.